Je vais commencer, là. Les gens se rattraperont. Comme je vous ai dit, c'est une présentation sur les recherches du livre. Nous sommes français, les Canadiens, les délivrés des cours Saint-Quentin. Ça a paru le 11 novembre 2010. Le lancement du livre était à Écours Saint-Quentin. Écours Saint-Quentin, c'est dans le Pas-de-Calais, à proximité de. C'est entre Arras et Cambrai, en fait, juste au nord de la route, la D939, qui est la voie sacrée du Canada, grâce à Philippe de Groot. J'ai pas traduit en anglais le livre, je l'ai simplement réécrit au complet. Donc, le livre n'est pas tout à fait pareil en anglais, mais j'ai malheureusement pas pu trouver de maison d'édition au Canada ou en Angleterre. On me dit que le sujet était trop cerné ou trop spécifique, qu'ils m'ont dit dans mes lettres de refus. Moi, je croyais que le premier village occupé, libéré en 1918, avait un attrait un peu plus global, mais apparemment non. Si vous lisez l'anglais ou si vous voulez avoir mon email, mon courriel ou mon email, c'est le site web. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis le livre comme un site web gratuit en anglais. Puis mes informations de contact, là, c'est ecours1918.ca. Et puis ça, c'est la page titre du livre. Mais ça a moins d'importance en France. La première fois que j'ai entendu parler des délivrés des cours Saint-Quentin, c'était dans la monographie historique du journaliste canadien J.F.B. Livesey. Le livre s'intitulait Canada's 100 Days, les 100 jours du Canada. Ça a été publié immédiatement après les événements en 1919. Il y a deux références aux civils. La plus importante, c'est il rapporte l'entrée des Canadiens dans Écours Saint-Quentin le 3 septembre 1918. Puis son texte, je vais le traduire. C'est Écours Saint-Quentin doit figurer pour toujours dans l'histoire du Canada, étant le village où les troupes canadiennes ont sauvé les civils malheureux et emprisonnés. Vive les Canadiens, vive les braves Canadiens. C'était un cri du cœur qui nous deviendrait familier, mais on l'a entendu ici pour la première fois dans ce village. 46 personnes pendant 4 ans ont été tenues en esclavage et ils sont cachés pendant plusieurs jours dans une petite cave quand l'ordre avait été donné d'évacuer. À moitié affamés, mais animés, nous les avons trouvés. Donc ça, c'est en 2001 quand j'ai lu ce texte-là, puis j'avais lu le texte, mais en 2008, 7 ans plus tard, j'avais commandé ou j'avais eu un DVD avec des... c'est quoi newsreel en français? Des bandes de nouvelles britanniques qui étaient au musée de la guerre. Et puis, c'était pas ça que je cherchais, mais sur le DVD, il y avait une vidéo des délivrés d'Écours Saint-Quentin. C'est 2 minutes, je vais vous le montrer. Là, ça dit que les civils d'Écours Saint-Quentin ont été sauvés par l'ennemi. Ils font la fête avec les libérateurs britanniques.
Ces trois jeunes hommes ont été ordonnés vers l'arrière par les Allemands, mais ils se sont sauvés avec les autres civils. Ils ont maintenant rejoint l'armée française qui gagne jour à jour de nouvelles victoires contre l'ennemi. Ça, c'est des images que j'ai tirées des films qu'éventuellement j'emmènerai en France. Donc, premièrement, vous ne savez peut-être pas où est Écourt Saint-Quentin, mais je vais vous l'expliquer le temps venu. Mais au début, j'ai dit, ben le film, il a dû être pris à Écourt Saint-Quentin, mais ensuite, j'ai pensé que c'était impossible parce que Écourt Saint-Quentin était à proximité du front. Donc, probablement, le film a été tourné à Arras, mais ça, c'était purement de la spéculation. Donc, Arras, ben, vous savez où est Arras. C'est dans le Pas-de-Calais, dans le nord Pas-de-Calais. Et puis, je me demandais où le film a été tourné. Donc, j'ai fait des recherches, puis j'ai regardé dans les revues puis les journaux d'époque. Puis, je me suis aperçu que l'histoire de la libération d'Écourt Saint-Quentin, quoiqu'elle est oubliée aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, elle avait fait les manchettes. Les délivrés avaient fait la page première de l'illustration. L'homologue anglais, The Illustrated London News, ils ont fait la manchette là aussi. Ici, c'est un journal anglais, The War Illustrated, et puis on voit les civils ils ont fait un article sur eux. Et puis, les photos, je les reconnaissais plus ou moins, mais il y avait une photo ici qui m'était inconnue. C'était deux civils avec des soldats, probablement canadiens, dans une tranchée au front. Ça provient aussi du War Illustrated. Ça, c'est une autre publication française qui a mis encore les civils ils ont fait un article dessus. Là, Philip Gibbs, c'était un célèbre journaliste britannique. Lui a parlé des délivrés d'Écourt Saint-Quentin en septembre 1918. Et puis, ça faisait partie de son communiqué du front. Et puis, ça a apparu partout dans le monde. Ici, la coupure que j'ai vient du New York Times, mais ça a apparu partout dans le monde. Donc, j'étais curieux de savoir plus sur les délivrés d'Écourt Saint-Quentin. Pourquoi on avait oublié les délivrés d'Écourt Saint-Quentin? Parce que dans la monographie historique officielle de l'armée britannique dans la Grande Guerre, qui a été publiée dans les années 40, il parle de la première libération en octobre 1918. Et puis, l'histoire officielle canadienne de 1962 donne la première libération aussi en octobre 1918. Donc, l'histoire des délivrés d'Écourt avait été perdue de vue. Donc, j'ai fait des démarches, j'ai fait une requête sur Google et puis j'ai trouvé que Écourt avait un cercle d'études historiques. Et puis, justement, leur édition de leur journal avait un article sur les délivrés d'Écourt Saint-Quentin. C'était par pur hasard, ça apparaissait au moment où j'ai appelé. Et puis, il connaissait très bien l'histoire, mais moi, j'ai pu amener plein d'autres informations.
En même temps, Clémence Leroy, l'institutrice pendant l'occupation à Écourt Saint-Quentin, avait gardé un journal incroyable de l'occupation. Elle a écrit de 1 à 3 paragraphes par jour à partir du 1er octobre 1914 jusqu'au 1er septembre 1918. C'est un livre extraordinaire. Et puis, dans mon livre, j'ai utilisé libéralement des extraits de son journal. Et puis elle n'a pas été parmi les libérés d'Écourt Saint-Quentin. Elle a été évacuée probablement le 2 septembre, mais elle parle des civils qui ont été laissés en place. Puis aussi, j'ai appris que Ernest Léchevin, c'est le conseiller municipal qui a abrité les civils dans sa ferme, a écrit dans un livre sur l'occupation dans le Nord, puis il parle aussi de les aventures des civils pendant le bombardement à Écourt Saint-Quentin. Donc voici, ça c'est son livre, puis c'est réellement inouï, mais le livre est sorti pendant que je faisais mes recherches pour le livre. Donc, quand j'ai décidé d'écrire un livre, mais souvent, un auteur va dire « Ah, j'ai mis 10 ans, j'ai mis 20 ans de recherche pour écrire un livre. » Moi, j'ai mis seulement à peu près 2 mois. J'ai commencé vers novembre 2008, et puis le livre a eu sa parution le 11 novembre 2010, ce qui est très, très, très rapide. Donc, c'est où Écourt? Ah, voici ici, c'est la route Arras-Cambrai qui est notre point de repère pour l'histoire. Écourt Saint-Quentin est juste au nord de la route Arras-Cambrai, pas loin du canal du Nord. Vous connaissez Arras, ça c'est et pour vous donner de la perspective, c'est surtout pour mes allocuteurs canadiens, ça c'est la crête de Vigny. Ici, c'est Monchy-le-Preux qui a été en ligne de front pendant toute la guerre. C'est un endroit assez familier, surtout aux Britanniques et les Terre-Neuviens. Et puis, un endroit méconnu qui est la crête de Dury, qui va être important dans l'histoire. Là, au Canada, on l'appelle le Mont Dury, mais moi, je suis allé des douzaines de fois, puis je peux vous assurer, c'est plus une crête qu'un mont. Mais il y a un monument canadien au sommet de la crête sur le Mont Dury qui s'appelle le monument Mont Dury. Puis on va en parler un peu plus tard. Donc, voici une carte IGN moderne des environs d'Écourt Saint-Quentin, si vous n'êtes pas familier. Voici évidemment Écourt Saint-Quentin. Et puis, ici, on a Dury qu'on va parler plus tard. Rumaucourt, Saudemont et Récourt. Donc, le 2 septembre 1918, les Canadiens avançaient le long de la route Arras-Cambrai. Les Allemands étaient en repli. Ils ont ordonné à la population qui restait de s'évacuer. Mais comme on va voir, à Écourt-Saint-Quentin, il y avait une quarantaine qui ont décidé de se réfugier dans la ferme de M. Léchevin, qu'on appelait l'abbaye. Et puis, il y avait 2 civils, M. Bury et sa fille Émilienne. Eux ont choisi de rester dans leur maison sur la rue du Préau, et puis on va visiter ça un peu plus tard. Dans les reportages que je vous ai montrés de journaux, des fois, on disait que les civils provenaient de Saudemont, ou Rumaucourt, ou Cagnicourt, des fois Écourt, mais je vous assure qu'il y avait seulement des civils à Écourt, puis les reportages étaient en erreur. C'était tous les mêmes civils d'Écourt Saint-Quentin, les autres villages étaient vides. Hop, ça, c'est la crête de Dury. En bas, je vous montre, c'est un point de repère, c'est un point haut. Le premier point haut après la crête de Dury, c'est le mont Robin.
Puis de moins d'importance, c'est le mont de la Sablière à Récourt. C'était 2 points stratégiques des points hauts. Qu'est-ce qui est important pour l'histoire ici, c'est la vallée de l'Hirondelle. Ça, c'est le ruisseau l'Hirondelle qui va être important à notre histoire. Et ça, c'est le marais Becquerel qui est célèbre dans la région. Donc, voici une photo aérienne contemporaine. On voit Écourt-Saint-Quentin, Saudemont et Rumaucourt, la vallée de l'Hirondelle avec l'Hirondelle dans le fond. Et ça, c'est une photo, je pense, c'est des années 50. C'est une photo aérienne d'Écourt-Saint-Quentin. On voit le marais de Becquerel et puis l'église. Ça, c'est l'église. Donc, ça, c'est Écourt-Saint-Quentin en temps moderne à l'entrée du village. Ça, c'est une photo avant la guerre du même endroit. Voici l'église elle date des années 1860. C'est une photo avant la guerre. Encore une autre photo lors d'une fête quelconque avant la guerre. Ici, c'est la rue principale. Je pense que c'est la rue Jean Jaurès aujourd'hui, je me souviens bien. Ça doit être dans la reconstruction parce qu'il y a plein de briques sur la route, mais la photo n'est pas datée. Et puis ça, c'est la rue du cimetière. Et puis la ferme de M. Bury est à gauche si on continue le chemin. Et puis on va y revenir plus tard. Ça, c'est le marais Becquerel. Et puis on m'a raconté une histoire. Sur le monument aux morts, il y a eu deux morts de la FFI, des Forces de la France libre. Mais apparemment, c'est 2 mecs qui avaient décidé, pendant le repli allemand en 1944, qui soudainement deviendrait résistant. Et on va aller, il y avait apparemment des Allemands cachés dans le marais de Becquerel, puis les autres étaient pour aller leur moment de gloire, c'est capturer ces Allemands-là, mais les Allemands les ont tués. Donc, ils ont été membres de la FFI seulement pour quelques heures, mais ils ont mérité leur nom sur le monument aux morts. Ça, c'est juste un à côté. Ça, c'est le génie français. Avant la guerre, il faisait des manœuvres sur le marais de Becquerel. Donc, j'ai été aux archives à Ottawa et puis j'ai trouvé, en faisant des recherches, des photos inédites des civils. Et puis, ils sont avec des soldats que je prouverais qu'ils sont canadiens, finalement. J'en ai plusieurs. Voici une autre photo. On les voit, ils sont heureux. Là, on les voit chargés dans un camion. On voit ici encore la même vue avec la même scène avec le camion, mais si on remarque, il y a un cinématographe. J'ai jamais trouvé ce film-là, il existe peut-être pas. Ça, c'est une autre photo d'un autre angle du camion. Et puis, voici une autre photo avec un soldat. Là, tout été pris à peu près en même temps et presque au même endroit parce que les soldats sont tout le temps les mêmes. Là, ici, on voit avec des jeunes civils dans une cour intérieure à quelque part. Là, je ne savais pas que c'était à Arras, mais en tout cas. Donc, j'ai convaincu ma femme à l'époque, mon ex aujourd'hui. J'ai dit, veux-tu aller à Arras pour aller voir où ces photos-là ont été prises? Donc, on est allé et puis je me suis dit, où est-ce que, si on été amenés à Arras, si le film a été pris à Arras, je savais par des journaux de guerre, des services médicaux, que les civils avaient été transportés d'Écourt à l'hôpital à Arras. Voici une carte d'Arras en 1914.
L'hôpital est là, c'est l'hôpital Saint-Jean. En 1918, c'était un hôpital britannique. Voici l'hôpital Saint-Jean avant la guerre. Ça, c'est en 1914-15, après les bombardements. C'est l'hôpital encore. Ça, c'est dans la cour intérieure de l'hôpital. Il y a des fenêtres cassées et des débris. Ça, c'est des blessés, des soldats blessés en convalescence à l'hôpital pendant la guerre. Ça, c'est une vue de l'hôpital Saint-Jean sur la rue, je pense que c'est de Saint-Aubert, la rue principale à Arras. Mais malheureusement, pour moi, il ne reste plus rien de l'hôpital. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a été complètement réaménagé. Puis si vous remarquez, la façade est moderne. Donc, voici la cour intérieure telle pendant la guerre. Puis aujourd'hui, c'est ça que ça ressemble. Si vous n'êtes pas familier, c'est ça que ça ressemble. Il y a même 2 tours à l'américaine sur le site de l'hôpital. Ça, c'est l'hôpital. Mais il y a une rue qui serait importante plus tard, c'est la rue Vert-Soufflet, et en particulier l'intersection de la rue Saint-Maurice. C'est un endroit qu'on va retourner. Mais j'avais un autre problème. Il y avait 2 hôpitaux britanniques à Arras en 1918. La deuxième, c'était le collège des jeunes filles qui était opéré par les sœurs Ursulines. C'était pour les blessés ambulants, donc ceux qui pouvaient se déplacer eux-mêmes. Donc, est-ce que les civils avaient été envoyés à l'hôpital des blessés ambulants parce qu'ils étaient tous capables de marcher? Donc, j'ignorais. Donc, voici le collège des jeunes filles avant la guerre. Vous remarquez ici la belle tour des Ursulines. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un lycée, je pense que c'est le lycée Gambetta. C'est un lycée moderne. Tout l'endroit a été réaménagé. Donc ça, c'était des mauvaises nouvelles pour identifier le film. Ça, c'est l'entrée au nord ou à l'est du côté du couvent des Ursulines. Puis on voit la tour des Ursulines qui a été démolie après la guerre, parce que cette photo, elle date de 1919, donc elle avait survécu en partie la guerre, mais elle a été démolie. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve. Il n'y a plus une trace des Ursulines à Arras. Ça, c'est la rue Gambetta, qui est une extension de la rue de Saint-Aubert. Mais j'avais aussi des photos de l'illustration inédite. Je n'ai jamais trouvé les originaux, mais on voit ici les civils. J'ai comparé avec le vidéo. Et puis, si vous remarquez, la brique se ressemble. Donc, c'est probablement pris au même endroit. Si on remarque la photo des archives au Canada, c'est pas le même bâtiment, mais la maçonnerie se ressemble. Donc, c'était des indices. Donc, je me suis promené à Arras, et puis ça, c'est sur une maison, une bâtisse abandonnée sur la rue Vert-Soufflet. J'espérais que c'était la bonne bâtisse, mais ça ne l'est pas. Mais si vous remarquez, la maçonnerie, la brique est similaire. On voit que c'est de la même époque. Puis encore, voici un autre bâtisse à Arras. Construction similaire, mais carrément pas la bonne bâtisse. Donc, je me suis promené. Là, j'ai étudié les autres photos. Ça, c'est une photo de l'illustration avec une autre photo de l'illustration et puis une photo du vidéo, puis une photo des archives au Canada. On remarque la brique est différente, mais similaire. Donc, probablement, ces 4 images-là proviennent du même endroit. Donc, je me promène à Arras, là, je trouve un autre bâtisse. On voit la maçonnerie similaire, de la même époque, mais c'est carrément pas la bonne... c'est pas la bonne bâtisse, mais j'avais du boulot à trouver le bon endroit.
Mais j'avais un indice. Si vous remarquez, les soldats, ce sont des soldats canadiens. Et puis, par leur blason, je peux dire que c'est le 4e bataillon de Mounted Rifles. C'est un bataillon d'infanterie qui était cantonné au musée à Arras le 4 septembre 1918. Donc, il était dans le musée. Ça, c'est le musée pendant la guerre et après la reconstruction. Et l'autre côté de la rue, sur la rue des Teinturiers, c'était le quartier général du bataillon. Donc, pour vous mettre en perspective, l'hôpital Saint-Jean est là, le musée est juste à côté. Donc, les soldats ont probablement rencontré les civils à proximité du musée ou de l'hôpital. Donc, voici le quartier général du bataillon. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est, je vais faire un zoom, là. J'ai tourné le coin. J'ai dit, je vais tourner sur la rue vers Soufflet. J'avais été le matin, mais je n'avais pas remarqué. Je suis décidé de retourner en repérage dans la rue vers Soufflet. Donc, si on le voit en perspective, ici, j'ai simplement tourné le coin et puis je me suis retrouvé dans la rue vers Soufflet. Là, à ce moment-là, ma femme, à l'époque, c'est elle qui gagne le prix. C'est elle qui a remarqué la bâtisse ici. Voyez-vous la bâtisse au loin? Je vais vous faire un zoom. Et puis, on a reconnu la bâtisse. Et si j'interpose la photo des Archives du Canada, c'est exactement le même endroit. Donc, je suis à l'intersection de Vers-Soufflet et la rue Saint-Maurice. Donc, j'ai simplement tourné à droite. Donc, ça, c'est l'intersection. Moi, j'ai tourné à droite pour voir la rue Saint-Maurice. C'est ça que j'ai vu. Vous allez reconnaître la bâtisse. Si j'interpose la photo, c'est l'endroit exact. Donc, c'était incroyable que les façades avaient survécu. Donc, ça, c'est un autre angle. Puis, ça, c'est une prise du viaduc de la rue Bérégovoy. On voit très bien l'intersection. Le côté à gauche de la bâtisse date du 19e siècle, mais le mur que je viens d'encadrer, c'est de la brique banale, de la reconstruction après la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Cette portion de la façade n'existe plus. Puis si vous remarquez la bâtisse ici, elle est neuve. La plupart des façades sur la rue Vers-Soufflet, c'est des nouvelles constructions. Donc là, j'ai pris mon autre photo et puis c'est exactement au bon endroit que cette photo a été prise. Donc, c'était clair que les civils avaient été transportés à l'hôpital Saint-Jean où ils ont eu une inspection sanitaire. Cette photo m'a donné beaucoup de mal. Elle a été prise en même temps que les autres, mais je n'ai jamais pu identifier l'endroit exact. Peut-être qu'une photo d'archive un jour va identifier les ruines, mais probablement c'est sur la rue vers Soufflet et puis la façade aurait été reconstruite. Donc, c'est possible que c'est à cet endroit ici, mais je ne peux pas le prouver. Quand je suis revenu chez moi, j'ai regardé sur Google Earth et puis j'ai remarqué, ici, c'est l'intersection de la rue Vers-Soufflet et Saint-Maurice que j'ai identifié, mais j'ai vu qu'ici, il y avait une cour intérieure. Là, j'ai demandé à mon ami Thierry Houillard de Éco 50 ans, j'ai dit, peux-tu aller mettre ton nez là, prendre des photos puis faire du repérage pour moi? C'est ça qu'il a trouvé. Puis vous allez reconnaître cette bâtisse-là du vidéo. C'était un orphelinat
qui était vide en 1918, puis aujourd'hui est le lycée Saint-Maurice, je crois. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont mis une passerelle en fer. Puis il y a des casiers aussi pour les écoliers. C'est Saint-Charles. Ah, Saint-Charles, je pensais que c'était Saint-Maurice. Pardon. Il n'y a pas de mal. Donc, j'ai pris mes photos de l'illustration, puis je me suis donné beaucoup de mal, mais j'ai pu identifier exactement où les photos ont été prises. Exactement à cet endroit. Donc là, je viens prouver probablement conclusivement qu'ils ont été à l'hôpital Saint-Jean et ensuite ils ont passé un court moment. Ils ont été hébergés dans l'orphelinat qui était vide. Là, ça, c'est le vidéo. Il a été filmé exactement au même endroit, croyez-moi. J'ai mis beaucoup de misère à les replacer. Et si je l'ai pas, il n'est pas tout à fait au bon endroit, mais les 3 civils étaient carrément dans le coin quand ils ont été filmés. Puis ça, c'est ma préférée. C'est encore dans la même cour, mais les briques sont différentes. Puis c'est les jeunes civils avec les soldats canadiens. C'était incroyable d'avoir trouvé les endroits. Les chances n'étaient pas sur mon bord, mon côté. Ça, c'est une photo qui date de vers 1890. Vous allez reconnaître le beffroi d'Arras, le musée, et puis le petit gars qui est assis sur les remparts d'Arras. Arras est entouré de remparts, mais à la fin du 19e siècle, ils ont été supprimés. Puis en bas, vous allez reconnaître le coin de la rue Saint-Maurice et vers Souvelet. Et puis, c'est ça l'endroit. Donc, un peu d'histoire. En 1914, pendant la course à la mer, le 1er octobre 1918, les Allemands sont arrivés du sud et puis ils sont arrivés à Vis-en-Artois. Ils ont tourné à gauche et puis ils ont descendu la route Arras-Cambrai et puis ils ont pris Monchy-le-Preux. Et puis, ils ont tenté de prendre Arras, mais ils ont été stoppés à Tilloy-les-Moflaines par la division Barbeau. Quand le front s'est stabilisé à Arras, Arras n'a pas été occupé. Les Allemands ont monté vers le nord et puis ils ont pris la crête de Vimy. Et puis ensuite, les combats ont continué jusqu'en Flandre belge. Écourt-Saint-Quentin était carrément derrière les lignes pour toute l'occupation. Ça, c'est la ligne de front d'octobre 1914. Donc, voici les Allemands à Écourt-Saint-Quentin. Et ça, c'est une photo intéressante. C'est j'ai eu ça du Cercle d'études historiques. C'est des femmes de Écourt qui ont été conscrites pour balayer les rues d'Écourt. Apparemment que s'ils faisaient des déplacements de soldats, ça faisait un nuage de poussière. Donc, ils gardaient les routes propres pendant toute l'occupation. Ça, c'est Clémence Leroy qui a documenté toute l'occupation à Écourt-Saint-Quentin. Si ça vous intéresse, il y a des copies disponibles probablement au Centre d'études historiques d'Écourt-Saint-Quentin. C'est un récit assez rare. Donc, en 1917, les Canadiens ont attaqué à la crête de Vimy. Les Anglais ont pris Monchy-le-Preux. Après un mois de combat, Monchy était en main britannique et la ligne de front s'est stabilisée ici. Encore, Écourt-Saint-Quentin était derrière la ligne de front. Là, j'avance dans le futur. En mars 1918, la ligne de front était ici. Vous regardez, Arras était assiégé. Écourt-Saint-Quentin était derrière les lignes. En mars, l'armée allemande a attaqué la 5e armée britannique dans la Somme.
Ensuite, ils ont attaqué dans les Flandres françaises. Ensuite, ils ont fait une offensive en Champagne. Et puis, la ligne de front, le 15 juillet 1918, était ici. Donc là, Arras se trouvait dans un saillant. Mais pourquoi? Les Allemands ont tenté de prendre Arras, mais après une journée de combat, ça a échoué. Ils ont poussé le front un peu, mais Arras était sauf. Les Allemands ont complètement boudé les Canadiens qui avaient fortifié et équipé la crête de Vimy. Et puis, c'est pour une fierté pour l'armée canadienne que les Allemands n'avaient pas osé attaquer là. Donc, le 18 juillet, l'armée française et américaine font une contre-attaque en Champagne qui met fin aux offensives allemandes de 1918. Les Australiens, Canadiens, Britanniques et les Français attaquent dans la bataille d'Amiens-Montdidier. La bataille d'Amiens-Montdidier, on parle souvent de tournant dans la guerre, mais c'était réellement juste par accident. L'objectif de l'offensive était de libérer la voie ferrée Amiens à la gare du Nord à Paris. C'était une opération simplement pour redresser le front. Et puis, ils ont eu plus de succès qu'ils croyaient. Mais le général Haig, sous le conseil du général Curie canadien, a suggéré de stopper l'attaque à Amiens et puis d'élargir le front au nord. Donc, la 3e armée britannique a attaqué vers Bapaume, vers le 23 août. Et puis, les Canadiens ont été déplacés d'Amiens pour entreprendre une nouvelle offensive à Arras pour agrandir le front encore plus. Donc, le matin du 26 août 1918, la ligne de front était là. Il y a eu un repli en flanc française en haut. Donc, l'attaque était une attaque stratégique. C'était de percer la ligne Quéandrecourt. La ligne Hindenburg était en rouge et la ligne Drocourt-Quéant était une ligne fortifiée qui rejoignait la ligne Hindenburg à Quéant et se rendait dans la zone fortifiée de Lens. Et puis, cette zone fortifiée avait été créée après la perte de Vimy et de Monchy-le-Preux en 1917. Donc, le but était de percer la ligne Hindenburg et la ligne Quéandrecourt et de flanquer les Allemands dans la Somme. Donc, l'offensive a été confiée au corps d'armée canadien. Donc, voici la ligne de front le matin du 26 août 1918. La 51e division écossaise, qui est la flèche en haut, était sous commandement du corps d'armée canadien. Il devait opérer au nord de la Scarpe. Il n'y avait aucun objectif à part de complémenter l'avance des Canadiens au sud. Les 2 flèches que vous voyez en bas, c'est 2 brigades de la 3e division canadienne qui devaient attaquer Monchy-le-Preux. Et puis sur la droite, la 2e division canadienne devait attaquer vers l'est au sud. Sur la droite, la 3e armée britannique devait se conformer à l'avance de la 2e division canadienne. Mais l'offensive principale était sur la route Arras-Cambrai, axe stratégique, par le corps d'armée canadien. Longue histoire courte. Au matin du 2 septembre 1918,
La ligne de front avait rejoint Éterpigny, Vis-en-Artois et Chirizy et était collée directement sur la ligne Drucourt-Quéant. Donc, Dury, que vous voyez ici, était un point stratégique dans la ligne Quéant-Drucourt. Je ne sais pas si je le montre. Ça, c'est en zoom. Écourt-Saint-Quentin est ici. La crête de Dury est là. Ça, c'est Quéant en bas. Voici la ligne Quéant-Drucourt qui est sur la crête de Dury. Puis en bas, c'est la ligne Hindenburg dont on voulait flanquer. Ici, c'est la ferme Saint-Servin dans le village de Haucourt. C'est un point de repère, c'était dans la ligne de front. C'était le point de départ, en fait, de la 4e division canadienne le 2 septembre 1918. Donc là, on est le matin du 2 septembre 1918. Voici la route Arras-Cambrai. Voici la crête de Dury. Voici Dury à l'horizon. Là, vous voyez la distance que les Canadiens devaient avancer, 4 km pour rejoindre le premier objectif. Et ici, c'est la ferme Saint-Servin. C'est une ferme fortifiée qui avait été capturée le 30 août par la 4e division britannique. Si vous voulez plus en savoir sur la ferme Saint-Servin, Haucourt, Vis-en-Artois, j'ai un livre qui sort au mois de mars qui s'appelle Arras-Cambrai 1918. Je parle de ça en détail. Ah, ça, c'est le cimetière canadien Dury-Mill qui est sur la crête de Dury. Et puis, il y avait un moulin, le moulin d'Amiens. En anglais, on l'appelle Dury-Mill, qui était un point de repère pour les soldats qui n'existent plus. Donc, ça, c'est une photo illicite prise par un soldat du 87e bataillon canadien du moulin. Et puis, c'était un point de repère que tous les soldats connaissaient. Ça, c'est une photo débarbelée de la ligne Quéant-Drucourt au sud de la route Arras-Cambrai. Là, je saute en avant un peu. On est sur la crête de Dury. Je suis à Dury et puis je regarde vers Étain et puis on voit des restes de construction de béton. Ça date des constructions de 1917. Donc, il reste des vestiges. Donc, voici Écourt-Saint-Quentin, Dury. Là, une brigade de la 4e division britannique, qui était sous commandement canadien, ont attaqué la ligne Quéant-Drucourt le 2 septembre au nord de Dury. Il y avait 2 brigades de la 4e division canadienne qui ont attaqué Dury et la crête de Dury. Et 2 brigades de la 1re division canadienne ont attaqué la ligne Quéant-Drucourt en direction de Villers et de Cagnicourt. À midi, le 2 septembre 1918, la ligne Quéant-Drucourt était percée et puis la ligne de front se traçait comme cela. Si vous remarquez, à Dury, on avait seulement libéré la commune, mais on n'avait pas dépassé. La 1re division a eu plus de succès au sud. Elle a pris Cagnicourt et puis elle s'est rendue aux portes de Barral. Là, sur la droite, il y avait la 57e division britannique qui n'attaquerait pas frontalement la ligne Quéant-Drucourt. Ils ont mis une brigade derrière la 1re division canadienne, puis ils ont fait une drôle de manœuvre. Ils ont avancé derrière les Canadiens, ensuite fait un virage à droite pour attaquer la ligne Quéant-Drucourt par le flanc. Ensuite, la 63e division navale britannique, à travers cette brèche, a exploité vers Quéant. Et puis, la 52e division britannique sur la droite a poussé contre Quéant. Mais le 2 septembre, Quéant n'a pas tombé. Donc, ça, c'est la ligne de front le matin du 3 septembre 1918. Ça, c'est le canal du Nord. Dans le cercle, c'est les marais de la Sensée.
Et puis, l'autre ligne bleue, c'est le marais de... pas le marais, c'est la petite rivière... c'est-tu Tortequin? La Sensée? Non, c'est pas non, c'est plus petit, c'est un embranchement de la Sensée. En tout cas, il y a une petite rivière, et puis c'était la ligne de front pendant 3 semaines après ça. Donc, à Écourt Saint-Quentin, la ligne de front, le front occidental n'était pas nord-sud, mais il était est-ouest. La ligne de front, elle est carrément vers le nord-ouest jusqu'à presque Arras. Ah, puis il y avait l'objectif canadien du 2 septembre était le pont de Marquillon sur le canal du Nord. On avait une brigade blindée de voitures blindées qui avait été affectée à aller à la course sur la route Arras-Cambrai et prendre le pont de Marquillon, mais ils n'ont pas dépassé Villers-les-Canicaux ou Dury. Donc, ça a été un échec. Ça, c'est le pont de Marquillon avant la guerre. Ça, c'est un véhicule blindé britannique. Il y en a eu 6 qui ont participé. Ça, il y avait 6 blindés canadiens qui ont participé. Ça, c'est le pont de Marquillon. Les Allemands ont réussi à le détruire, donc l'attaque a été un échec. Donc, si nous retournons à la ligne de front le matin du 2 septembre, on est au point de départ de la 4e division canadienne. 2 brigades ont attaqué, ils ont traversé la route Arras-Cambrai, ils sont partis en diagonale vers le mont Dury ou la crête de Dury. Donc, ça, c'est une carte d'état-major de la ligne Quéandre-Aucourt. Ça, c'est la ligne de front, la première ligne. La deuxième ligne, ça, c'est le moulin d'Amiens. Ça, c'est Dury. Ça, c'est la ligne de support. Et puis, ça, c'est la route Dury-Andecourt qui est perpendiculaire à la route Arras-Cambrai et puis elle est au bas de la crête de Dury. Je vais vous montrer des photos que j'ai prises de cet endroit. Donc, on est sur la route Andecourt-Dury. Ça, c'est le moulin d'Amiens où il aurait été. Ça, c'est la commune de Dury. Et la deuxième ligne de front de la ligne Quéandre-Aucourt était approximativement à cet endroit. Là, une brigade de la 4e division canadienne a avancé ici pour affronter la ligne Quéandre-Aucourt. Là, je me tourne à droite, c'est le même secteur. Ça, c'est le monument canadien à Dury. Le cimetière canadien Dury. Ça, c'est la deuxième ligne de défense de la ligne Quéandre-Aucourt. Et puis, une autre brigade de la 4e division canadienne a attaqué ici. C'est ici que Claude Nonnet a été blessé gravement. Et puis, Young et Hutchison ont mérité leur Victoria Cross. Donc là, je me tourne de bord, je regarde en direction de où les Canadiens sont arrivés. Ça, c'est le château d'eau de Aucourt qui est sur la route Arras-Cambrai. C'est le point de départ de la 4e division canadienne. Ça, c'est le village, c'est la ferme Saint-Servin. Et puis, la première ligne de front de la ligne Quéandre-Aucourt, il y avait en fait 2 autres tranchées juste devant Dury qui ne sont pas nommées, mais l'embranchement était à cet endroit. Donc, les brigades de la 4e division canadienne ont parcouru cet immense terrain-là pour passer d'assaut. Là, on est sur la crête de Dury, c'est la route, le chemin encaissé Dury-Villers-les-Canicaux. Les Allemands, les Canadiens avaient percé les lignes principales de la ligne Quéandre-Aucourt. Les Allemands s'étaient retranchés ici. C'est ici que toutes les pertes canadiennes ont été souffertes. Ça a été un bain de sang.
sur 10 000 fantassins qui ont affronté Dury, il y a eu 4 à 5 000 blessés et 1000 tués. Et puis les morts sont dans le cimetière Dury-Mille, Dury-Crucifix et Vis-en-Artois. Au loin, vous voyez bien on voit moindrement le moulin d'Amiens. Et puis ça, c'est la route aujourd'hui. Puis on voit le château d'eau de Dury. Ça, c'est une photo de mon ami Jean-Marie Dez. Moi, je ne me connais rien en fortification, mais c'est sur la crête de Dury. Il dit que c'est un poste de mitrailleur allemand. Ça, c'est la ligne de support de la ligne Quéandre-Aucourt. Donc là, on est sur la crête de Dury, au chemin encaissé. C'est ça que les Canadiens ont pu voir au loin, le canal du Nord. Ici, c'est le Mont Robin, je vous ai parlé plus tôt. Et puis ici, c'est le pont de Marquillon, où les blindés canado-britanniques étaient censés se rendre, mais ils n'ont pas réussi. Mais si vous remarquez, les distances étaient très ambitieux comme objectif pour une journée dans la Grande Guerre. Ça, c'est Dury après la guerre. C'est ça que ça ressemble aujourd'hui. Le magnifique pigeonnier semble avoir survécu la guerre, donc vous pouvez aller le voir. Là, c'est la vue de la crête de Dury depuis le mont Robin. Le mont Robin, c'est un poste d'artillerie allemand, ensuite canadien. On voit le mémorial Dury sur la crête. Ça, c'est la commune de Dury, le moulin d'Amiens et le cimetière Dury-Mille. Puis en bas, c'est la vallée de l'Hirondelle qui va être importante dans notre histoire. Là, nous sommes à Écourt-Saint-Quentin. La ligne de front, le matin du 3 septembre 1918, était ici. Ça, c'est Dury. Ça, c'est le cimetière Dury-Mille, si vous aviez oublié où ce qui était. Ça, c'est le Mont Robin, qui est encore en main allemande. Et le pont de Marquillon. Et l'Hirondelle. Les Allemands étaient d'une position très précaire. Ils avaient été flanqués leur position par la première division canadienne à Canicourt. Donc, ils ont choisi de faire un repli derrière le canal du Nord, qui est ici. Donc, ça, c'est la ligne de front le matin du 3 septembre 1918. À cause de la percée de la ligne Quéandre-Aucourt dans le nord et le 2 septembre, et puis jusqu'à un certain point, la capture du Mont Saint-Quentin à Péronne par les Australiens forçait aux Allemands de se replier sur un large front. Ils ont tombé comme des dominos. Ça a commencé par la 17e armée devant les Canadiens à Arras, ensuite la 2e armée, ensuite la 18e armée, et même ça a eu un impact sur la 17e armée en Champagne. Donc, la victoire de la ligne Quéandre-Aucourt dans l'histoire canadienne, c'est une des victoires les plus résonnantes de notre histoire. Excusez, Michel. Oui. Can you ask everyone to mute their microphones? There's a lot of noise on the recording. Ah, il voudrait que vous vous mutez parce qu'il y a du bruit. Ben là, on revient, tout ça pour raconter l'histoire des civils qui avaient refusé l'ordre d'évacuation et puis étaient à Écourt-Saint-Quentin et sont réfugiés dans la ferme L'échevin ou dit l'abbaye, qui est ici. Et l'Hirondelle passait tout près. Donc ça, c'est le chemin du cimetière qui amène au complexe de M. L'échevin. Ça, c'est M. L'échevin, le héros de l'histoire. Ça, c'est le derrière de l'abbaye. C'est une bâtisse des années 1850, je crois, très solidement construite.
Ça, c'est le devant. Puis j'ai eu une chance, c'est une maison de location. Il y a plusieurs multifamiliales, mais j'ai pu aller visiter une partie des caves où se sont réfugiés les civils. Donc ça, c'est les caves. Donc vous pouvez voir pourquoi ils ont choisi cet endroit pour se protéger du bombardement. Ça, c'est Thierry Ouillard à droite de Écourt Saint-Quentin et puis mon éditeur qui est Yves Buffetot de Isaac Éditions. Il était venu voir comment mon livre avançait. Donc, on a visité ensemble. Ça, c'est Écourt Saint-Quentin. La ferme L'Échevin est ici. L'Hirondelle est là. Et puis, il y avait Culvert, c'est un ponceau. Il y avait un ponceau sur la route. Et puis, les civils, M. L'Échevin nous dit, on leur a averti qu'ils étaient pour se faire tuer s'ils restaient, qu'ils étaient cinglés de rester. Ils ont refusé de partir, mais ils envoyaient une fois de temps en temps, pendant le 3 septembre, durant le bombardement, pour voir qu'est-ce qui se passait si les libérateurs arrivaient. Et puis, il y a eu 3 jeunes qui ont décidé de ne pas rester dans la ferme. Ils sont partis et puis ils ont passé par le ponceau sur la route de Rumaucourt et puis ils ont suivi l'Hirondelle pour se sauver. Mais apparemment, il y en a un qui a eu peur. Il s'est caché dans le ponceau, donc c'est seulement les 2 autres qui sont partis à la course. Oh non. J'ai fait une bêtise. Il faut que je recommence. Bon, ça marche-tu? Par exemple, il y avait aussi 2 civils qui avaient refusé d'aller dans la ferme de M. L'Échevin. C'était un M. Bury et sa fille Émilienne. Ils ont resté sur la rue du Préau. C'est la maison aujourd'hui. Et puis, on va revenir sur lui plus tard. Ça, c'est la maison du rue du Préau dans les années 20, le jour de l'inauguration du monument aux morts. Les membres du cercle d'études étaient déguisés en soldats médiévaux. Ça, c'est la maison de M. Bury sur la rue du Préau. Donc, les Canadiens étaient censés attaquer à 5 heures du matin le 3 septembre, mais ils avaient souffert trop de pertes, particulièrement la 4e division canadienne. Donc, ils ont donné un ordre de ne pas attaquer. Mais un avion a fait une reconnaissance et puis s'est aperçu que les Allemands évacuaient la position. Ça a surpris les Canadiens. Donc, ils ont eu l'ordre vers 10 heures du matin d'exploiter, poursuivre les Allemands. Donc, le 44e bataillon canadien a pris Étain. Le 46e bataillon a pris Récourt et le Mont de la Sablière. Le 46e bataillon avançait entre Chaudemont et Récourt. Et le excusez-moi, c'est eux qui ont pris le Mont de la Sablière. Ensuite, le 87e bataillon a pénétré Chaudemont. Donc ça, c'est l'entrée de Chaudemont après la guerre. On voit l'église. L'église a survécu. Ça, c'est la même vue aujourd'hui, mais il y a plein d'arbres, donc on ne voit pas l'église. Mais l'église, ça, c'est l'église pendant l'occupation ou avant la guerre. Elle date du 12e siècle, apparemment. C'est le seul clocher médiéval dans la région. Et au mois d'avril, je vais aller le visiter. Donc ça, c'est le magnifique clocher aujourd'hui.
Donc, ils ont continué en direction des cours Saint-Quentin, mais il y a eu un bombardement. Et puis, un officier a été tué, le lieutenant Albert Lloyd de Montréal, du 87e bataillon. Donc, ça, c'est le terrain entre Écourt et Saudemont. Vous voyez l'église de Saudemont. Le 87e bataillon est avancé dans cette direction-là, puis le lieutenant Albert Lloyd a été tué à quelque part dans ses pâturages. Ça, c'est lui à gauche. Donc, ils ont pénétré Écourt-Saint-Quentin et puis ils ont trouvé des Français. Et puis, M. Léchevin disait qu'il était très heureux parce qu'il pouvait comprendre des soldats qui venaient les libérer. Mais dans le 87e bataillon, il y avait probablement 25 de Québécois dans le bataillon. Donc, il y avait certainement des interprètes qui pouvaient communiquer avec. Mais ils ont c'était très éphémère. Ils étaient très occupés à poursuivre l'ennemi. Ils ont pris Écourt-Saint-Quentin, mais ils ont poussé... ils ont pris Écourt-Saint-Quentin, mais ils ont poussé au-delà de la commune pour se rendre au Canal du Nord. Mais c'est ça qu'ils ont retrouvé. Ça, c'est la rue principale d'Écourt-Saint-Quentin après les bombardements de 1918. Ça, c'est la même rue aujourd'hui, puis on voit le pigeonnier à droite qui a survécu. Ça, c'est l'école et la mairie dans son état après la guerre, mais elle a été reconstituée. Ça, c'est la ferme de M. Léchevin. Ça, c'est l'église, mais l'église a survécu les combats du 2-3 septembre 1918. Mais probablement, le 4 septembre, les Allemands ont ciblé le clocher. Ils ne voulaient pas que ça serve de point de repère. Puis ils ont touché le clocher, puis ils ont perdu à peu près une trentaine de mètres de son clocher. Donc ça, c'est l'église après la libération. Ça, c'est elle reconstituée dans sa splendeur. Donc ça, c'est le champ au sud de l'abbaye, de la ferme Léchevin. C'est par ici qu'ils sont passés 3 civils. Donc ça, c'est le champ. Ça, c'est l'abbaye ou la ferme Léchevin. Et vous reconnaissez l'église. Ça, c'est le ponceau sur l'Hirondelle. Là, on sait par les gens des sources à Écourt que 2 des civils ont contourné rue Maucourt et puis ils ont suivi le fond de la vallée pour essayer de rejoindre les libérateurs. Donc, ils ont rejoint le ponceau ici, puis ils ont contourné rue Maucourt par le nord. Puis quand ils sont rendus à l'extrémité sud de rue Maucourt, le 54e bataillon canadien avançait et les a interceptés ici. Donc ça, c'est au sud de rue Maucourt. Les civils sont arrivés de cette direction-là. Le 54e bataillon est arrivé de cette direction, puis ils ont intercepté 2 civils. C'est dans leur journal de marche. Et puis, incroyablement, on sait qui le commandant de peloton qui les a trouvés. C'était un lieutenant William Tobias, du 54e bataillon. Là, c'est pourquoi on a des photos dans les tranchées de 2 civils et non 3, avec des soldats probablement canadiens. Voici une autre photo, c'est probablement dans le bout de Chérizy. C'est clairement des soldats canadiens avec 2 civils, 2 jeunes civils. Puis j'ai su finalement que c'était Gustave Barbier et Noël Lagrange. Puis incroyablement, Gustave et Noël ont eu chacun un gars et une fille. Et puis en 1945, ce couple-là s'est marié. Puis en 2008, quand je suis allé, ils vivaient encore. Et puis c'est eux qui m'ont raconté l'histoire. Et puis,
Normalement, l'histoire orale, quand j'ai fait des recherches, est tout le temps plein d'erreurs, mais leurs récits qu'ils ont eu de leur père étaient exacts. Puis les voici. Charles Barbier et puis Berthe Lagrange avec moi. C'était un honneur de les avoir rencontrés. Et puis, qu'est-ce qui me donnait des frissons, c'est dans la maison, il y avait une photo inédite du musée de la guerre qui depuis 1945, était là. Donc, ils ont reçu ça en cadeau de quelqu'un après la guerre, mais c'est la même photo que j'ai trouvée aux archives à Ottawa, mais voici un original. Donc, malheureusement, Berthe est décédée au mois de décembre. J'espère que la photo va être conservée par la famille. Sinon, moi, j'avoue. Donc, ça, c'est ma photo à moi, ma version de la photo. Puis là, les voici les trois qui sont réunis, rassemblés à Arras. C'est les trois encore avec les civils. Et puis, on peut les reconnaître. Et puis, ça, c'est le dernier, j'ai su, c'était Léonce Doissy, le peureux. Donc, la première division canadienne aussi a exploité vers le canal du Nord. La 4e division canadienne a continué à exploiter vers le canal du Nord. Le 46e bataillon qui était sur la gauche, ils ont retiré, il y avait trop de bataillons au front, donc ils ont retiré presque immédiatement le 87e bataillon. Et puis le 46e bataillon a dû se tourner à droite et occuper les cours Saint-Quentin. Et puis c'est eux qui ont pris en main les civils. C'est dans leur journal de marche qu'on a les histoires des interactions avec les Français. Ça, c'était la ligne de front le matin du 4 septembre 1918. Ça serait la ligne de front jusqu'au 27 septembre. Là, il y a une anecdote, c'est Palluel, c'est une commune qui était derrière les lignes, dans les marais de la Sensée, sur le canal du Nord. George Kentner, c'est un soldat du 46e bataillon. Il nous a laissé un mémoire inédit, puis il nous raconte le temps qu'il a passé à Écourt-Saint-Quentin. Il a été ordonné, avec sa section, quelques hommes, d'aller prendre Palluel le 4 septembre. Et puis, il n'était pas heureux de ça et il n'en revenait pas qu'il envoyait une douzaine d'hommes pour prendre toute une commune. Et puis, il fallait qu'il traverse Écourt-Saint-Quentin et la rue du Préau pour s'y rendre. Donc, pour se rendre à Palluel. Donc, ça, c'est la carte IGN. Kentner était à peu près ici quand il a reçu l'ordre. Il fallait qu'il se rende à Palluel. Donc, il a descendu la rue du Préau et puis il dit dans son mémoire, j'ai vu un homme avec sa fille devant leur maison. Donc, c'était certainement M. Bury qui a vu. Donc, encore, l'histoire orale de Écourt était exacte. Et puis, il s'est rendu... c'est quoi y a quelqu'un qui sait c'est quoi un causeway en français? C'est le chemin élevé qui se rend à Palluel dans les marais. Il s'est rendu là, mais Palluel était fortifié par les Allemands. Ils ont eu des pertes, puis il n'a pas pu se rendre à Palluel. Donc, il s'est rendu dans le chemin ici. Ça, c'est la maison de M. Bury. Donc, ça, c'est le chemin où il s'est rendu. Ça, c'est le plus loin que les Canadiens sont rendus. Puis Palluel, je crois, a été libéré le 27 ou le 28 septembre par la 56e division britannique. Donc là, on est à Écourt-Saint-Quentin. On sait par des témoignages que les civils ont parti dans cette direction pour retourner à pied sur Arras.
ils ont rencontré des artilleurs canadiens dans une sablière sur la route Villers-Dury. Et puis, ils ont été vus par un officier de l'artillerie qui était sur le mont Robin. Il les a vus quitter Écourt pour se rendre au sud de Dury. Donc, ça, c'est le mont Robin. Et puis, il a vu à l'horizon les civils qui marchaient pour se rendre à Arras. Puis, on sait qu'ils ont été interpellés à la Sablière ici. Ensuite, ils ont été interpellés par d'autres artilleurs sur la route Arras-Cambrai à cet endroit. Exactement cet endroit ici. Puis on voit Dury au loin. Ça, c'est le cimetière Dury-Mille. Dury. Et puis, ils ont été interpellés encore par un hôpital de campagne canadienne à Haucourt, près du château d'eau où la ferme Saint-Servin aujourd'hui. Et puis, ils ont eu des soins, là. Donc, ça, c'est exactement l'endroit où ils ont été interpellés par l'hôpital de campagne qui opérait ici. Ensuite, on sait par le témoignage de l'AFC qu'ils ont passé par le quartier général du corps d'armée canadien. Et puis, l'AFC parle qu'une jeune fille avait embrassé le général Morrison canadien, qui était le chef de l'artillerie canadienne, a dit « Vous êtes nos sauveurs ». Et puis, ensuite, on sait qu'ils ont été finalement à l'hôpital Saint-Jean d'Arras et puis ils ont été cantonnés dans l'orphelinat. Et puis, d'après les sources que j'ai à Écourt, ils n'ont pas resté à Arras très longtemps. Ils ont été chargés dans des camions et ils ont probablement été renvoyés à Écourt parce qu'il n'y avait peut-être nulle part pour héberger ces gens-là. Donc, c'est l'histoire des civils. Ça, c'est moi au lancement de mon livre quand j'étais moins gros, le 11 novembre 2010. À droite, c'est Jean-Marie Dez. Et puis, ça, c'est la cérémonie du 11 novembre 2010 à Écourt. Vous voyez, c'est les porte-drapeaux typiques et puis qu'on voit à ces occasions-là. Encore la cérémonie. Ça, c'est le monument aux morts, mais ils ont fait quelque chose de spécial. Ils ont inauguré une plaque à la mémoire du lieutenant Albert Lloyd, le seul soldat tué pour la libération d'Écourt-Saint-Quentin le 3 septembre 1918, qui avait 24 ans. Et puis, j'ai trouvé son fils. Son fils est mort dans les années 80. Et puis, le fils est mort sans issue, donc je n'ai pas pu trouver la famille. Mais apparemment, il y a eu 2 ou 3 frères de tués dans l'armée. Je n'ai pas fait de recherche. Donc, c'est ça. Puis, juste en passant, c'est le soldat Young qui a mérité la Victoria Cross sur le mont Dury le 2 septembre 1918. C'est sa plaque qui a été inaugurée à Dury le 2 septembre 2018. Et puis, la route, la départementale 939 a été rebaptisée la Voie sacrée du Canada. Et puis ça, c'est une photo du rond-point de l'Espérance, qui est maintenant le rond-point des 7 Victoria Cross, à l'honneur des 7 Victoria Cross qui ont été mérités le 2 septembre 1918. Ça, c'est l'enseigne qu'il y a sur de rond-point. Donc, merci à Jean-Marie Dez. Et puis, c'est ça. J'ai utilisé des douzaines de sources inédites et complètement séparées pour arriver à reconstruire l'histoire, mais je pense que je l'ai eu presque correctement. Je suis presque sûr que j'ai bien tombé. Et pourquoi que l'histoire a été oubliée? Elle n'a pas été oubliée à Écourt-Saint-Quentin, mais quand
l'histoire était connue au Canada, mais quand l'histoire officielle de l'armée canadienne dans la Grande Guerre a été publiée en 62, l'anecdote n'a pas été mentionnée. Donc, tous les historiens, après 1962, ont contourné cette histoire jusqu'à temps que moi, je la fasse revivre. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. Pas de questions. Où est-ce qu'on peut taper ouais, non, puis si vous voulez, le livre est encore disponible chez Isaac Éditions. Il en reste plein. Là, vous m'entendez, Michel? Oui. Oui. Moi, j'aimerais bien voir ces diaporamas là que vous avez fait. Si vous avez, c'est du PowerPoint ou? Oui. Il n'y a presque pas d'anglais dedans. C'est juste les photos. C'est les photos. J'ai comme Dury Mill, c'était le moulin d'Amiens, mais à part de ça, il n'y a pas de texte sur la présentation. Si tu as vu, je peux te l'envoyer. Ouais, ça, vous pouvez me l'envoyer à l'adresse mail. Oui. Ouais, c'est d'accord. Je ferai un WeTransfer. Et là, la conférence, vous l'avez enregistrée? Je crois que oui, là. Oui, moi, j'ai zappé. Ah. Ça, on va pouvoir l'avoir sur YouTube après. Alors. Oui, il va être sur YouTube. J'ai déjà un site qui a offert de le mettre. Donc, je sais qu'il n'y a pas eu grand monde aujourd'hui, mais ça peut faire, si vous donnez le lien à des gens intéressés, ils peuvent peut-être se brancher un autre jour. Vous avez compris mon français? Avec l'accent d'Ottawa, mais nous, on a l'accent ch'ti aussi. Hein. Oui. Oui. Si c'est tout, je vais vous souhaiter un bon souper et puis bonne fin de soirée. Bonne soirée aussi. Regarde un peu. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Très bien.